Aujourd'hui sera assurée par le compte-rendu sténographique et la retransmission par le biais de la web TV de la Chambre. La participation en distanciel est autorisée par notre règlement. À l'ordre du jour appelle, dans le cadre de la mission d'enquête concernant la projection de l'Italie dans les pays de l'Indo-Pacifique, l'audition en visioconférence de Madame Marianne Perron-Doise, directrice de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Au nom des membres du comité, je voudrais saluer et remercier pour sa disponibilité Madame Perron-Doise. Je rappelle que l'IRIS est un des principaux groupes de réflexion européens indépendants sur des questions géopolitiques et stratégiques. En son sein, il y a l'Observatoire sur l'Indo-Pacifique, dirigé par notre invité, qui a aussi rempli plusieurs tâches de responsabilité en matière de sécurité dans l'Asie-Pacifique auprès du ministère de la Défense française. Je passe la parole à Madame Perron-Doise pour son allocution. Merci. Cette sympathique introduction. Madame, on ne vous entend pas. Sentiamo. Attendez pas. Oui, maintenant ça va mieux. Merci. Et cette fois, Oui, maintenant on vous entend. Merci. j'ai eu un problème avec mon casque audio. Voilà, excusez-moi, Monsieur le Président, messieurs et mesdames les parlementaires, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis effectivement très honorée d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous au nom de l'Observatoire de l'Indo-Pacifique de l'IRIS. La thématique de l'Indo-Pacifique est effectivement un sujet que nous suivons depuis plusieurs années. Et bien sûr, cela est dû entre autres à l'intérêt global de cette zone qui a toujours été traditionnellement un point d'intérêt pour la France, qui est une puissance résidente et qui est devenu au fil des années aussi un centre d'intérêt pour l'Europe, qui a élaboré une stratégie indo-pacifique en 2021, suivie par un certain nombre d'États membres, bien sûr l'Allemagne, les Pays-Bas, plus récemment la Lituanie, donc un des pays baltes, et peut-être, Monsieur le Président, bientôt l'Italie. Et ce qui est intéressant, vu de mon observatoire, c'est précisément cet intérêt pour l'Europe vis-à-vis de la sécurité de l'Indo-Pacifique, mais aussi l'intérêt de grands partenaires de l'Europe en Indo-Pacifique pour la sécurité en Europe. Je m'explique. Notre représentant, notre haut représentant pour la politique étrangère européenne, Monsieur Borrell, a très souvent fait allusion dans ses discours sur l'intérêt pour l'Europe de suivre et d'être impliquée en tant qu'acteur de la sécurité régionale en Indo-Pacifique, en insistant notamment sur les enjeux maritimes, sur la liberté de navigation, et de plus en plus de partenaires donc asiatiques, donc résidents en Indo-Pacifique, comme le Japon, comme la Corée du Sud et comme l'Australie, font un rapprochement entre la crise, la guerre, en fait, appelons les choses par leur nom, que connaît l'Europe actuellement et l'agression de la Russie contre l'Ukraine, avec un rapport de force qui va croissant en Indo-Pacifique, avec un rapprochement
entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord, et donc un certain nombre d'actions dont le soutien assez ambigu de la Chine vis-à-vis de la Russie, les transferts d'armement de la Corée du Nord à la Russie, notamment dans le domaine de l'artillerie, pour l'aider dans son combat. Et donc on voit des interactions de plus en plus fortes et l'Indo-Pacifique devient un sujet non seulement de réflexion, mais d'engagement stratégique de plus en plus important pour l'Europe et pour ses États membres, bien sûr pour l'Italie qui préside cette année le G7 et qui doit avoir un agenda international extrêmement chargé, mais où figure évidemment, j'imagine, l'agression russe, la guerre russo-ukrainienne. Donc l'Indo-Pacifique, qu'on le veuille ou non, c'est une zone d'intérêt sur laquelle il nous faut réfléchir et notamment être bien informé sur la nature des enjeux géopolitiques, ce qu'ils peuvent représenter et les espaces d'intervention, bien sûr les espaces de coopération que nous pouvons avoir avec les membres de l'Indo-Pacifique. Et donc, ça explique effectivement une attraction pour cette zone traditionnellement représentée ou, je dirais, nommée Asie-Pacifique. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en l'espace d'une dizaine d'années, on recense une douzaine de stratégies indo-pacifiques qui donc émanent d'États de la région, en premier lieu, bien sûr, le Japon, les États-Unis, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, d'organisations régionales, donc l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, mais aussi l'Association des États d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Tous ont réfléchi, ont intégré ce concept d'Indo-Pacifique à leur politique étrangère. Et donc, on a l'impression que finalement, on ne parle plus désormais de l'Asie-Pacifique, mais on parle de l'Indo-Pacifique. Alors, je voulais très brièvement revenir sur ce que représente cette notion en termes de géographie. Pour revenir sur forcément la cartographie, mais beaucoup plus stratégique, donc les enjeux à proprement parler qui découlent de cette conception géographique de la zone qui y est très liée, pour dans un dernier point me polariser sur un élément essentiel en termes stratégiques qui caractérise l'Indo-Pacifique, qui est cette rivalité, cette compétition montante entre les deux superpuissances de référence de la région que sont les États-Unis et la Chine, en voyant, je dirais, quel positionnement nous, Européens, nous pouvons adopter. Alors, le cadre géographique de l'Indo-Pacifique, il est intéressant à définir parce que forcément, il en découle une analyse géopolitique pour la plupart d'entre nous, pour le Japon, pour l'Union européenne, pour l'Inde. Et de façon générale, on peut distinguer peut-être deux cartographies, deux visions géographiques de l'Indo-Pacifique. Donc, une vision qui est très large, qui englobe en fin de compte les États d'Afrique de l'Est, donc la globalité de l'océan Indien jusqu'à la mer Rouge et qui va jusqu'aux côtes de l'Amérique latine, aux côtes américaines, pardon, ce qui veut dire que cette vision englobe le Canada, les États-Unis, mais aussi l'Amérique latine. Et donc, c'est une carte qui est très vaste, c'est une vision qui est extrêmement large, mais il est important de voir que l'Afrique et la partie ouest de l'océan Indien y est représentée. Vision qu'a le Japon, c'est la vision qu'a l'Union européenne, c'est la vision qu'a l'Inde et c'est aussi la vision de la France. Et donc, c'est très important
de voir cet intérêt pour l'océan Indien, cette valeur stratégique qui est mise sur l'océan Indien dans cette vision géographique de l'Indo-Pacifique. Parce que nous avons effectivement une autre vision, une autre définition géographique de l'Indo-Pacifique qui est beaucoup plus réduite et qui est la vision essentiellement portée par les États-Unis, par exemple, et qui commence à la frontière occidentale de l'Inde, mais qui se concentre majoritairement sur le Pacifique. Sur le Pacifique occidental, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, mais aussi évidemment sur le Pacifique Sud, l'Océanie, et le Pacifique Nord, puisque effectivement, vous avez tout un ensemble d'installations très importantes pour, par exemple, les États-Unis. Et vous avez bien sûr le commandement militaire de Guam, mais vous avez aussi le commandement américain pour l'Indo-Pacifique qui est basé à Hawaï. Et donc, en fait, on a, avec cette vision qui a été popularisée, cette vision de l'Indo-Pacifique, finalement, qui sort d'un cadre défini après la Seconde Guerre mondiale par les Américains et qui correspond à ce que nous avons traditionnellement l'habitude d'appeler l'Asie-Pacifique. Nous avons donc une plus grande importance apportée à l'océan Indien. Et donc, sachant que cette vision large de l'Indo-Pacifique, voulant insister sur l'océan Indien, a été popularisée par le Japon et par le Premier ministre japonais de l'époque, donc Shinzo Abe, donc qui a été tragiquement assassiné, mais qui a été Premier ministre de 2012 à 2020. Eh bien, on a en fin de compte l'introduction, ou en tout cas la mise en valeur de l'Inde, et on a de la part peut-être du Japon la volonté finalement de rééquilibrer une vision de l'Indo-Pacifique où il faut rajouter l'Inde en tant que puissance émergente, en tant que grande démocratie, et qui correspond finalement à la réalité contemporaine de l'Indo-Pacifique, où on a tendance à mettre l'accent évidemment sur les États-Unis, mais qui se définissent eux-mêmes comme une puissance pacifique, sur la Chine, qui se définit comme une puissance asiatique, mais aussi sur l'Inde, qui effectivement a pris de plus en plus d'importance ces dernières années et qui considère l'océan Indien comme son précaré et qui entend y garder une certaine prééminence. Et donc c'est très intéressant de voir cette cartographie de l'Indo-Pacifique qui finalement essaye de rééquilibrer la version classique de l'Asie-Pacifique en y ajoutant bien la partie océan Indien, qui est extrêmement importante pour nous, Europe, pour nous, j'ajouterais France. Et donc, on a une nouvelle Asie qu'on pourrait d'ailleurs plus proprement définir comme une Asie, en fait, Indo-Asie-Pacifique. Et donc, effectivement, on a un accent particulier qui est mis sur la circulation entre ces deux grands espaces océaniques, l'océan Indien et l'océan Pacifique, avec un accent sur la sécurité et l'accès à la circulation entre les principaux détroits, entre évidemment le canal de Suez, l'accès à la mer Rouge, le détroit d'Ormuz, bien sûr l'océan Indien, le détroit de Malacca, mais aussi de plus en plus le détroit de Taïwan, qui en fait permet de basculer du Pacifique occidental, donc de l'Asie du Sud-Est, vers le Pacifique Sud et le Pacifique Nord, donc zone en fin de compte d'influence américaine. Et donc cette nouvelle géographie qui est très particulière, elle recouvre, je dirais, un ensemble de valeurs. Et donc, en fait, sur la base de cette définition, de ce cadre, vous avez des familles indo-pacifiques qui définissent leur politique étrangère selon certains angles.
C'est-à-dire que pour moi, vous avez une famille indo-pacifique qui est très normative. Et c'est la famille qui est représentée par les États-Unis, par le Japon et par l'Australie, qui mettent beaucoup l'accent sur la projection de puissance, qui mettent l'accent sur la défense des valeurs et qui estiment d'ailleurs très clairement, et c'est le principal, je dirais, discours, c'est le principal narratif indo-pacifique qu'ils développent. Ils estiment que ces valeurs, ces normes sont menacées par la montée en puissance de la Chine et son rejet justement du cadre normatif qui est hérité de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce groupe de familles indo-pacifiques met l'accent sur la nécessité de disposer d'un certain nombre d'outils, de certains cadres opérationnels pour mettre en œuvre leur vision, pour défendre leur vision de l'Indo-Pacifique, d'où l'importance pour eux d'un mécanisme qui est le Quad, donc le dialogue quadrilatéral sur la sécurité qui a été mis en place et qui rassemble ces trois puissances et auxquelles s'ajoute l'Inde dans une certaine mesure. Et ceci depuis 2007, sachant que le Quad a beaucoup évolué. Et plus récemment, on a ce partenariat de sécurité très spécifique qui est l'AUKUS, qui a été signé en septembre 2021 entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. On a un second groupe de familles donc indo-pacifiques, qui est un groupe de pays qui veulent défendre une vision plus coopérative, plus inclusive de l'Indo-Pacifique. Et donc, vous avez un discours qui est beaucoup basé effectivement sur l'ouverture, sur le dialogue. C'est le discours de l'ASEAN, c'est le discours de l'Union européenne. Et c'est un discours qui est repris effectivement par un certain nombre d'États membres de l'ASEAN, comme l'Indonésie. En Europe, c'est un discours qui est repris par l'Allemagne, par les Pays-Bas, par la Lituanie dans leur stratégie indo-pacifique. Et donc, c'est une famille qui s'appuie sur la recherche de partenariats, sur l'élargissement d'un certain nombre d'initiatives pour renforcer la connectivité dans la région, pour mettre en œuvre des initiatives comme la construction d'infrastructures, le renforcement des câbles sous-marins, etc. Et vous avez une dernière famille indo-pacifique qui combine à la fois la projection de puissance, mais aussi le dialogue. Et c'est un groupe dans lequel je mettrais volontiers l'Inde et puis la France, puisque pour ces deux pays, il y a des questions stratégiques importantes en Indo-Pacifique. La relation, par exemple, à la Chine est évidemment un élément extrêmement important, mais en même temps, il y a le refus d'une logique confrontationnelle, d'une logique de bloc, et donc la volonté, je dirais, d'être inclusif, de ne pas s'engager dans un positionnement d'hostilité ou déclaré vis-à-vis de la Chine, mais en même temps une position très ferme sur le respect du droit international, sur le respect de la liberté de navigation et sur la promotion d'un multilatéralisme très, très, très large. Donc on voit finalement que sur la base d'une définition géographique, vous avez des positionnements et des définitions de stratégies indo-pacifiques qui peuvent être très, 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 très différentes, qui peuvent se recouper, puisque, comme je l'ai mentionné, l'Inde fait partie du Quad, mais l'Inde peut être très distante vis-à-vis de certaines initiatives du Quad. La France est un allié des États-Unis et elle a pour elle des enjeux très spécifiques liés à la sécurité de ses territoires et de sa population et de ses intérêts stratégiques en Indo-Pacifique. Son approche peut être jugée très, très stratégique et c'est évidemment lié aussi à d'importants partenariats dans le cadre de contrats d'armement qu'elle a développés en Indo-Pacifique, notamment avec l'Inde, notamment avec Singapour, notamment avec la Malaisie ou l'Indonésie. L'Allemagne, elle, a une vision un petit
plus économique et commercial de l'Asie-Pacifique, ce qui explique effectivement certaines différences d'approche, mais aussi une grande convergence dans la nécessité pour ces acteurs allemands, français, néerlandais, d'intéresser l'Europe, d'européaniser au maximum leur politique indo-pacifique, en comprenant bien que face à des superpuissances, eh bien, il faut se constituer, je dirais, en bloc, mutualiser les moyens financiers et les moyens militaires pour représenter, je dirais, une option crédible par rapport à des partenaires riverains en Indo-Pacifique, qui ressentent la montée en puissance de la Chine comme une menace et cherchent à préserver les grands équilibres régionaux. Et ces grands équilibres régionaux, eh bien, ils passent par une attention particulière sur la sécurité maritime, puisque finalement cette cartographie très spécifique de l'Indo-Pacifique, qui est fondée sur la jonction de deux grands océans, l'océan Indien et l'océan Pacifique, font que évidemment les grandes voies de communication maritime, l'accès aux détroits, la libre circulation des grandes compagnies maritimes, des porte-conteneurs sur la route de l'Europe vers l'Asie, de l'Asie vers le Moyen-Orient, du Moyen-Orient vers l'Europe, eh bien, ces grandes voies maritimes sont extrêmement importantes. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt très net depuis quelques années de l'Union européenne à assurer un rôle d'acteur et de protecteur de la sécurité maritime en Indo-Pacifique. Et on l'a vu avec le déclenchement de l'opération de lutte contre la piraterie Atalanta en 2008, et par le fait que cette mission de présence dans l'océan Indien de l'Union européenne via Atalanta est toujours active. Nous avons toujours un bâtiment européen sous commandement espagnol qui est déployé dans la zone et auquel l'Italie participe épisodiquement. Et puis, nous avons plus récemment le lancement de l'opération Aspides, qui vise là aussi à protéger les navires marchands, cette fois non pas contre la piraterie, mais contre les attaques Houthis. Et on voit bien l'intérêt renouvelé et constant de l'Union européenne pour la sécurité maritime et le fait qu'elle soit prête à investir beaucoup en termes de moyens, en termes de capacité et d'outils militaires, car mener donc ces deux opérations navales aura évidemment un coût et représente quand même un engagement sur la durée qui peut être difficile à assumer pour l'Union européenne, sachant que la mission Aspidec comporte évidemment un risque au regard des attaques par drone de la part des Houthis. Donc cette dimension maritime, elle est extrêmement importante. Évidemment, elle recouvre des aspects traditionnels comme la compétition de puissance, le maintien de l'ouverture d'un Indo-Pacifique libre et ouvert selon la formulation très couramment admise, mais il y a aussi la pêche illégale, il y a également un grand nombre de préoccupations des États riverains sur la santé des océans, sur les effets du réchauffement climatique et sur le fait que de plus en plus de marines de la région sont impliquées dans des opérations au profit des populations dans le cadre de désastres naturels. Et je fais allusion à l'engagement d'un grand nombre d'acteurs maritimes dans des opérations dites de HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief.
Et donc, on comprend bien que finalement, l'aspect maritime, donc des enjeux stratégiques de l'Indo-Pacifique est très très marqué. Je mentionnerai rapidement la question des infrastructures portuaires, l'intérêt de la Chine pour déployer dans l'environnement océan Indien des ports pour rechercher des points d'appui. Elle s'est effectivement établie à Djibouti à la faveur donc de la lutte contre la piraterie, mais d'une façon très générale, l'économie maritime de l'Indo-Pacifique dépend effectivement de la circulation en mer. La plupart des grands ports mondiaux se trouvent en Indo-Pacifique, avec l'Asie du Nord qui est très 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 présente, avec évidemment la Chine qui compte les principaux ports de porte-conteneurs, par exemple, avec Singapour également, qui est une place, un port très très important pour les porte-conteneurs. Donc vous avez une logique économique et une logique effectivement concernant les flux marchands de l'Asie-Pacifique, donc à sécuriser. Et c'est effectivement un enjeu qui est important pour l'Union européenne. Mais vous avez aussi cette question des infrastructures portuaires et la capacité de la Chine à proposer des projets ou des initiatives de modernisation de ports, peut-être à usage civil, mais peut-être aussi à usage militaire, à l'ensemble des pays de la région, dans l'océan Indien, mais aussi dans le Pacifique, qui est une préoccupation pour un ensemble de pays riverains, qui est une préoccupation pour l'Inde, une préoccupation pour le Japon, pour les États-Unis, et vous avez des projets de modernisation d'infrastructures portuaires qui sont proposés par les États-Unis, par l'Europe dans le cadre du Global Gateway, par le Japon, avec une approche qui se veut différente en matière de transparence dans l'obtention des contrats, dont je dirais la qualité des infrastructures et évidemment le cas qui est très souvent mentionné, c'est le Sri Lanka qui s'est fortement endetté par rapport à la modernisation de certaines infrastructures qui ont été faites par la Chine, notamment le port de Hambantota. Et c'est vrai que le Sri Lanka, qui n'a pas pu rembourser donc les prêts chinois pour la rénovation de ces infrastructures, a dû accepter la concession de Hambantota à une compagnie maritime chinoise pour 99 ans. Voilà un chiffre très, très emblématique. Et donc, effectivement, cette capacité de la Chine à se donner les moyens d'une expansion maritime à la fois civile, mais aussi militaire, est une préoccupation pour l'ensemble des puissances de l'Indo-Pacifique, pour l'ensemble des États qui ont une stratégie Indo-Pacifique, puisque au-delà d'un usage au profit des flottes de commerce, vous avez effectivement le développement des marines de guerre et le développement de la montée en puissance très 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 rapide des capacités de la marine chinoise, puisque depuis le livre blanc de 2015, la Chine a fait de la modernisation, a fait de la mer et de la modernisation de sa marine un élément essentiel de sa stratégie dans la région. Et de nombreuses déclarations donc, de Xi Jinping font état de la nécessité pour la Chine d'être une puissance navale, de disposer d'une marine de guerre qui est puissante et qui est moderne. Et le standard en la matière, évidemment, c'est le modèle américain, c'est l'US Navy, puisque les États-Unis sont présents sur toutes les mers du globe, mais notamment en Indo-Pacifique, avec leur flotte de 11 porte-avions, avec leur soixantaine de sous-marins nucléaires. Le US Navy, les États-Unis sont le sea power de référence
pour les stratèges chinois qui, à leur tour, se sont lancés dans la construction de porte-avions. La Chine en possède désormais 3 et pourrait en posséder 4 à horizon 2030. Elle modernise sa flotte de sous-marins et effectivement, on se pose des questions sur ses capacités, sur à la fois le pourquoi de cette modernisation, quels sont les objectifs de cette montée en puissance, puisque la Chine ne fait pas, je dirais, ne fait pas mystère de sa volonté de reconquête de Taïwan. Et donc des questions se posent sur l'éventualité d'un conflit et bien sûr sur le niveau opérationnel de cet outil militaire chinois et notamment de la marine, sachant que effectivement face à la Chine, la marine américaine a connu plusieurs conflits de haute intensité, reste très engagée en termes opérationnels sur le théâtre Indo-Pacifique. Par ailleurs, en dehors de la marine, c'est vrai que la Chine fait état d'une flotte de garde-côtes qui est extrêmement active, qui est extrêmement agressive, notamment en mer de Chine du Sud, où les garde-côtes chinois sont chargés de missions de police, mais aussi de surveillance des frontières maritimes. Et l'on sait que la Chine a des ambitions particulières et proclame des frontières maritimes très larges, revendique effectivement des espaces maritimes. Et donc, c'est à l'origine de disputes récurrentes dans les Spratlets, dans les Paracels, avec un certain nombre de voisins et notamment des Philippines, contre lesquels les gardes-côtes chinois se montrent de plus en plus agressifs. On en a eu des exemples très récents. Et donc, cette sécurité maritime et ces enjeux géopolitiques très tournés vers la mer, eh bien, pose la question effectivement de la rivalité montante entre les États-Unis et la Chine, notamment à travers leurs outils militaires, notamment à travers leur marine, et jusqu'où finalement va se développer cette ambiance de compétition assez croissante. Qui a un impact évidemment sur les dynamiques stratégiques de l'ensemble de la région, qui se caractérise par des dépenses militaires qui sont en hausse et par une course aux armements régionales où les porte-avions et où les sous-marins tiennent une place très importante. On parle très souvent effectivement de la modernisation de la marine chinoise, mais évidemment il y a également des pays riverains qui mettent aussi particulièrement l'accent sur le développement de leur outil naval. Il y a le Japon, il y a l'Australie, il y a l'Inde. Et donc, on sent, je dirais, une ambiance de compétition avec le développement d'outils navals, dans la mesure effectivement de dissuader toute crise, mais aussi dans la mesure, aussi dans la perspective d'avoir, je dirais, des moyens disponibles et efficaces en cas de crise. Et donc, vous avez dans cette ambiance de compétition et de tension sur les enjeux maritimes, vous avez l'Union européenne qui, elle aussi, envoie à travers ses États membres des navires de guerre régulièrement patrouiller, assurer des missions de présence, effectuer des escales, effectuer des entraînements avec des pays partenaires. Vous avez effectivement le souci d'avoir, je dirais, une présence qui soit à la fois rassurante, qui permette, je dirais, d'équilibrer ou de rééquilibrer les tensions en cours. Mais vous avez aussi une certaine inquiétude de la part de l'Union européenne à voir le rapprochement entre la Chine, entre la Russie et la Corée du Nord,
puisque au-delà de ces enjeux de sécurité maritime qui intéressent l'espace Indo-Pacifique, vous avez aussi des enjeux de sécurité beaucoup plus pressants aux portes de l'Europe, où la Russie et la Corée du Nord jouent également un rôle de perturbateur, c'est le moins qu'on puisse dire, un rôle d'agresseur même dans le cas de la Russie. Donc on voit, je dirais, une réponse et une interaction entre, je dirais, l'Indo-Pacifique, la sécurité de l'Indo-Pacifique et la sécurité de l'Europe dans ces approches. Et donc, des perspectives où, en principe, on devrait voir l'Union européenne s'investir davantage dans la mesure où elle le peut dans les enjeux de sécurité de l'Indo-Pacifique. Et donc, effectivement, il y a un intérêt très net de l'Union européenne à maintenir et à élargir des partenariats avec les puissances de la zone, à dialoguer au sein des organisations régionales de la région. Je pense bien évidemment à l'ASEAN, mais je crois qu'il y a aussi un intérêt de l'Union européenne à renforcer les dialogues qu'elle peut avoir avec d'autres organisations régionales de l'espace Indo-Pacifique qui sont extrêmement importantes. Je pense à la Commission de l'océan Indien, qui ne représente peut-être pas tout l'océan Indien, mais qui est capable d'assurer la sécurité, ou en tout cas qui y travaille grâce à un certain nombre de projets mis en œuvre par l'Union européenne, dont le projet Crimario, un projet de renforcement des capacités maritimes grâce à la présence de la mission Atalanta. Donc nous avons la Commission de l'océan Indien. Nous avons également l'association des États de l'océan Indien à travers IORA, Indian Ocean Regional RIM Association, qui là aussi travaille sur un certain nombre de problématiques sécuritaires et où un certain nombre d'États membres ont des statuts d'observateurs et travaillent au sein de certains groupes, dont un groupe sur l'économie bleue, un groupe sur la connectivité, sur la sécurité maritime. Et bien sûr, je n'oublierai pas de mentionner le Forum des îles du Pacifique, qui est l'organisation régionale de référence pour le Pacifique Sud, qui, les problèmes de sécurité sont absolument significatifs, ont effectivement un impact très important pour le reste de la région, mais aussi pour l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale, puisque les enjeux de sécurité de l'espace Pacifique Sud concernent l'impact des enjeux climatiques et de sécurité environnementale, et nous avons effectivement tous des initiatives à prendre dans ce domaine pour renforcer la résilience de ces pays. Je m'arrêterai là, j'ai parlé peut-être un peu longuement, et bien sûr, j'imagine que vous avez des questions sur certains aspects qui n'ont peut-être pas été très clairs dans ma présentation, et je me ferai un plaisir, bien entendu, d'y répondre. Merci. Je n'ai pas voulu vous interrompre, même si nous avons pris beaucoup de temps, mais votre intervention était très intéressante. Il y a des collègues qui voudraient intervenir, mais avant, je voudrais personnellement vous demander quelque chose, c'est-à-dire dans le décor de votre intervention, on a aperçu le rôle que la France peut jouer, doit jouer, le rapport bilatéral entre la France et la Chine. À ce propos, je vous demanderai de nous dire quelques mots, et si c'est vrai que la France cherche à tout prix à ne pas vexer, entre guillemets, la Chine,
Je fais référence à la position de la Chine par rapport à l'ouverture du bureau de liaison de l'OTAN. Et si l'on veut considérer aussi l'attitude de la Chine à l'égard de la France, on ne doit pas oublier que la Chine a cherché à utiliser la population indigène kanak contre la France pour lorsqu'il y a eu le dernier référendum. Et on ne peut pas ignorer aussi l'intérêt de la Chine vis-à-vis du nickel présent en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que la France peut-elle faire et quelles sont les inquiétudes françaises vis-à-vis de l'agressivité chinoise? Et qu'est-ce que la France et l'Italie peuvent faire ensemble dans cette région? Et maintenant, je vais passer la parole à mes collègues, collègue Gruppioni, pour poser sa question. Merci, madame. Merci, monsieur le président. Je voudrais remercier tout d'abord notre invité pour cet apport fourni à notre commission, à notre travail. Donc, une contribution très importante et je voudrais vous en remercier et me féliciter avec vous. Vous avez souligné l'importance de cette région pour notre avenir, pour l'avenir de nous tous. Et je voulais aussi vous poser une question pour compléter la question posée par notre président. Je partage la volonté, la nécessité de mettre l'Europe au cœur de ce projet économique, politique et social. Ma question est, en tant qu'Europe, d'où, d'après vous, il faudrait partir? Merci, le collègue Bill, maintenant. Merci beaucoup et je remercie moi aussi pour cette présentation qui nous a offert beaucoup d'éléments de réflexion. Madame Perron-Doise, j'ai quelques remarques, quelques réflexions. La France est le seul État membre de l'Union européenne ayant des territoires dans la région Indo-Pacifique. Je parle de la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire une région économique exclusive parmi les plus grandes au monde. 2 millions de Français vivent dans cette région. Le président Macron s'est rendu en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Donc, il y a un grand intérêt qui est porté sur le travail de la France dans cette région du monde. La France a d'excellents rapports avec l'Inde. Et notre pays aussi a d'excellents rapports avec beaucoup de pays de l'Indo-Pacifique. Nous sommes en train d'intensifier notre activité dans cette région. Et c'est assez clair, à mon avis, mais je voudrais ajouter aussi que l'Occident a de la peine à suivre en quelque sorte l'évolution, notamment avec la Chine. La Chine a une disponibilité économique importante, beaucoup plus importante par rapport à l'Europe. Nous avons deux guerres qui nous concernent plus ou moins directement. La guerre en Ukraine et la guerre en Israël en tant que pays européen, mais aussi aux États-Unis. Il s'agit 2024 est une année électorale, donc. Alors qu'en Chine, il n'y a pas pratiquement d'élections depuis des dizaines d'années. Il y a une stabilité politique, tant bien que mal, qui permet de faire des programmes à long terme et d'apporter des solutions avec une approche fondée sur donc pour résoudre pour trouver des solutions, comme vous l'avez dit aussi. Donc le rapprochement de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord nous amène de fortes inquiétudes. Nous, les Européens, les pays membres de l'Union européenne, on devrait agir de manière plus forte
et ensemble. Aspides est un exemple important de coordination parmi les pays européens, comme vous l'avez cité, mais je souhaiterais un travail ensemble en tant qu'Union européenne de manière plus importante. La France, dans l'Indo-Pacifique, peut jouer un rôle déterminant pour aider aussi l'Union européenne pour s'acheminer dans la direction de stratégies qui pourraient promouvoir des initiatives d'action, d'échange du point de vue commercial, mais aussi pour promouvoir la paix, la stabilité dans cette région, car ces choses sont strictement liées pour la paix, la stabilité de notre continent et du monde entier. Je voudrais vous demander quelques détails supplémentaires et votre point de vue sur la situation notamment de Taïwan et la situation dans la mer Rouge avec les Houthis. J'aimerais connaître le point de vue français, votre point de vue, quelques détails supplémentaires. Quelle est votre vision sur cette situation? Merci. Je me rends compte que nous avons posé beaucoup de questions et je vous laisse la parole, madame. Merci beaucoup, messieurs et mesdames les députés. Oui, beaucoup de questions, mais qui se recoupent. Qui se recoupent un peu. La relation Chine-France, je sais que l'attitude française et notamment les discours de notre président lorsqu'il parle de politique d'équilibre, par exemple vis-à-vis de la Chine, est quelque chose qui est mal compris. Mais en même temps, on voit bien que dans les faits, la France se montre extrêmement réaliste. C'est-à-dire que tout en ayant un dialogue qui met l'accent sur la coopération, eh bien, la France a un outil militaire qui est déployé en Indo-Pacifique et elle participe à des entraînements, y compris aux côtés de ses collègues du Quad, dont elle ne fait pas partie. Donc ce dialogue de sécurité qui aussi se traduit par beaucoup d'exercices des marines australiennes, japonaises, indiennes et américaines. La France fait très souvent escale dans la région. La France affirme son attachement à la Convention de Montego Bay. Ces bâtiments traversent régulièrement le détroit de Taïwan. Donc, il y a beaucoup de réalisme dans la position française. Il y a un discours diplomatique, effectivement, des visites officielles en Chine, une coopération. Et je pense qu'il y a un discours très franc sur certaines lignes rouges à ne pas dépasser. Et le président Macron s'est quand même montré très clair à ce sujet, malgré tout, même si la notion de puissance d'équilibre n'est pas toujours comprise. Je ne pense pas que la France veuille se présenter comme effectivement un interlocuteur privilégié ou favorisé ou privilégié entre ou faire le trait d'union entre les États-Unis et la Chine, mais elle veut représenter en s'appuyant sur l'Europe, en s'appuyant sur d'autres partenaires, elle veut représenter une option supplémentaire et il est peut-être important d'échapper à une polarisation qui verrait l'Indo-Pacifique plus ou moins contrainte de s'aligner sur un partenariat renforcé avec les États-Unis, sur une adhésion à la vision française, à la vision chinoise, sur les routes de la soie, sur un certain nombre d'initiatives et je dirais accepter l'expansion territoriale de la Chine en mer de Chine méridionale ou laisser Taïwan
seul face aux revendications de plus en plus agressives de la Chine. Donc je pense que dire le droit, utiliser donc des outils militaires mais aussi diplomatiques pour faire entendre sa différence est extrêmement important. Alors, bien sûr, au-delà de ces exemples, je dirais, visibles, il y a des guerres d'influence, il y a de la désinformation, et c'est un outil que la Chine, comme la Russie, on le sait, utilise très bien, utilise pour manipuler les opinions publiques. Il est très important, par exemple, pour la France, présente à Mayotte, présente à La Réunion, présente en Nouvelle-Calédonie, présente en Polynésie française, de pouvoir s'appuyer sur un réseau diplomatique et des partenaires et des consulats européens, américains, japonais, australiens, pour faire en sorte que les moyens que la Chine peut mettre en place, les instituts Confucius, les consulats chinois, les ambassades chinoises qui, sous couvert de liens culturels, d'octroi de bourses d'études à des étudiants dans les pays riverains, exercent une forme d'attraction et constituent peut-être quelquefois la seule option pour certains pays. Donc, être présent, offrir des options et soutenir et comprendre, avoir un dialogue adapté avec l'ensemble des partenaires de l'Indo-Pacifique. Je l'ai dit, qui sont très, très différents. Peut-être que les États-Unis ont un peu trop tendance ou ont eu trop tendance à s'intéresser à l'Asie du Sud-Est et ont négligé, par exemple, le Pacifique Sud, où la France, vous l'avez dit, a des intérêts particuliers et on a vu la Chine se rapprocher des îles Salomon où on a vu également la Chine développer une politique d'influence grâce à des médias grâce à, je dirais, ses capacités d'influence même auprès de gouvernements qui peut-être ont le choix désormais. Et donc, c'est ce qu'on peut leur offrir avec The Global Gateway, avec les possibilités d'investissement de l'Union européenne, mais aussi avec ce que les États membres, en fonction de leurs moyens, sont capables de faire. Et donc, il y a une diplomatie qui est très axée sur la sécurité environnementale, sur la défense de la biodiversité, sur des engagements que nous pouvons avoir tous, sur lesquels nous pouvons nous mutualiser, nous coordonner lors des grandes conférences sur le climat ou sur les océans. En 2025, la France va accueillir le One Ocean Summit. Espère qu'à ce moment-là, le traité sur la biodiversité et la protection des fonds marins aura été ratifié, que peut-être un traité sur le plastique pourra être présenté. Je pense qu'en-delà d'un registre stratégique, il y a tout un ensemble d'actions que nous pouvons prendre et qui sont du domaine de la sécurité de l'Indo-Pacifique, qui intéressent ces États, qui sont soumis justement aux impacts les plus négatifs du changement climatique et qui estiment que nous ne prenons pas assez notre part. Donc, il y a des espaces où nous pouvons faire la différence. Et je pense qu'il est très important que, par exemple, une institution comme le G7 réfléchisse et peut-être accorde plus d'espace à l'Indo-Pacifique. Notamment, nous avons insisté, messieurs et mesdames les parlementaires, sur l'impact de déstabilisation de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord sur des enjeux qui nous touchent de près, notamment la guerre en Ukraine. Donc, je pense qu'on a des options. Et ce que souhaite la France, c'est que l'Union européenne et un certain nombre de partenaires proches d'elle puissent représenter des options crédibles qui fassent que la région Indo-Pacifique n'ait pas le sentiment de devoir s'aligner systématiquement sur un système d'alliance qui sera peut-être revu, un système d'alliance américaine qui paraît absolument dominant dans la région et qui apporte une forme de stabilité, mais qui peut-être sera revu à la baisse selon les résultats des élections américaines à la fin de l'année. Donc, je pense qu'il nous faut une certaine cohérence.
Et j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer les enceintes de dialogue et de prêter de l'attention à des organisations régionales qui ne sont peut-être pas suffisamment mises en valeur au-delà de l'ASEAN, qui occupe effectivement, puisque l'ASEAN offre un certain nombre de dialogues avec tout un ensemble de partenaires, avec l'ensemble des partenaires d'ailleurs de l'Indo-Pacifique. Je pense qu'il est important de renforcer les moyens de la Commission de l'océan Indien, de YORA, mais aussi du Forum des îles du Pacifique. Et donc renforcer ces dialogues régionaux, dispenser une aide pour aider à, je dirais, connecter ces régions qui sont très vastes, qui sont très éloignées les unes des autres, et donc proposer des options alternatives. C'est vrai au projet des routes de la soie chinoises, c'est quelque chose auquel il faut penser, dans lequel il faut s'engager très, très concrètement, parce qu'au-delà, comme vous l'avez mentionné, de ce triangle assez déstabilisant que peuvent constituer la Chine, la Russie et la Corée du Nord, il y a tout un ensemble de pays qui s'interrogent sur ce qu'on appelle le double standard des Occidentaux, sur des prises de position que nous avons eues ou que nous n'avons pas eues. Il y a ce que l'on appelle cette fracture, je dirais, au niveau international entre le Sud global et un certain nombre de pays qui sont identifiés, par exemple, à travers le G7. Et on voit que des enceintes qui avaient vocation à gérer les crises, comme le Conseil de sécurité, sont bloquées au regard de ces dysfonctionnements, de ces méfiances. Donc, je pense que avoir une politique réaliste et se présenter comme un partenaire, je dirais, efficace, coordonner les moyens que nous avons à l'échelle européenne, à l'échelle des partenariats bilatéraux que la France et l'Italie peuvent avoir. Je pense que ce sont des éléments extrêmement importants. Je pense que afficher notre soutien à la démocratie taïwanaise en envoyant des délégations parlementaires, en acceptant d'ouvrir des bureaux de coopération. La Lituanie l'a fait. Elle en a subi des dommages. La Chine a été très, très agressive sur le plan commercial et économique, mais elle a tenu bon et c'est peut-être un exemple à avoir. La France a un bureau de coopération culturelle à Taïwan. Donc, je pense que ce sont des éléments qui posent peut-être pas des lignes rouges, mais qui incitent peut-être la Chine à réfléchir davantage à des stratégies où elle voit bien qu'elle a des pays qui ne partagent pas sa vision et qui souhaitent le lui faire comprendre et qui peuvent se montrer attractifs pour tout un ensemble d'autres pays qui se montrent indécis ou qui ne souhaitent pas s'enfermer justement dans l'unique option américaine ou chinoise. Mais je voudrais surtout ne pas prêter prise à une certaine ambiguïté. Le président Macron, la France l'a répété à plusieurs reprises, nous sommes des alliés des États-Unis et en cas de crise, nous serons aux côtés de qui nous tenir, bien entendu. La ringrazio davvero. Merci, madame. Merci beaucoup. Espérons pouvoir rester en contact et travailler ensemble sur cette région qui sera fondamentale, non seulement du point de vue économique, pour l'avenir du monde entier. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'étais très honorée de pouvoir échanger avec vous et avec